BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver, bienvenue sur le plateau de Tech & Co sur BFM Business. Comme chaque soir, nous sommes là, ensemble, 19h30, 21h, et on plonge comme chaque soir dans toute l'actualité des nouvelles techno. Alors on est en direct bien sûr à la radio, à la télé, vous le savez, en FM sur le DAB, mais aussi sur les box et sur le web. Et puis après, vous pouvez retrouver aussi Tech & Co en replay et en podcast, bien entendu, et sur la chaîne YouTube de BFM Tech. Avec ce soir, au sommaire de ce Tech & Co, la quotidienne, on va parler de Mark Zuckerberg. Quoi de neuf du côté de Monsieur Zuck ? Eh bien, il a créé un agent IA pour l'épauler carrément. Donc, c'est une espèce de Mark Zuckerberg augmenté qu'il est en train de mettre en place. On va en parler dans un instant. On évoquera aussi eh bien, la souveraineté de l'Internet russe avec la volonté de la Russie de lancer un concurrent de Starlink. Et puis, on découvrira sans doute l'une des meilleures nouvelles du moment. Pas obligé de mettre 300 ou 400 € pour avoir des lunettes connectées. Aujourd'hui, il y a des acteurs qui proposent des lunettes connectées avec tout le raffinement technologique qu'il faut, c'est-à-dire des caméras, appareils photo, micro, mais aussi haut-parleurs. Et IA à 40 €. Ça s'appelle Black Sheep et on recevra le patron de cette boîte qui est à Hong Kong tout à l'heure, puisque ces lunettes sont disponibles en France, bien évidemment. Voilà le sommaire de ce Tech & Co, la quotidienne. Encore une fois, un grand merci d'être là. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Le débrief de l'actu tech ce soir avec sur le plateau de Tech & Co, 3 visages et 3 voix que vous connaissez, que vous appréciez, j'en suis sûr. Nous avons Enguerrand Renaud avec nous. Salut Enguerrand. Salut François. Directeur de la rédaction de Satellite Fact. Et Enguerrand a eu plusieurs vies. Il a été journaliste, tu as été journaliste au Figaro, aux Échos. Enfin voilà, tu as un passé dans la culture et dans l'actualité tech qui n'est plus à prouver. Nous avons aussi ce soir avec nous Alain Goudet. Bonsoir Alain. Bonsoir François. Directeur général adjoint de Neoma Business School. Et tu vas nous parler dans un instant eh bien, de ceci. Tu viens de sortir un livre. Ah, mais intéressant. Tout à fait. Qui s'appelle Téléphone, maison, le temps et la monnaie de la vie, que tu as coécrit avec Alexandra Beucler. Fatigué de la guerre des écrans. Vraiment sujet de société, bien évidemment. On en parle dans un instant. Mais je voulais aussi saluer celui qui est avec nous de l'autre côté de l'Atlantique, qu'on adore. C'est notre Bruno Guglielminetti en visio. Salut mon Bruno. Bonsoir. Bruno Guglielminetti, journaliste, star au Québec. Ah. On est d'accord. Dès qu'on parle de tech, on dit « Ah, c'est Bruno !» Ah, Bruno. Forcément, journaliste, animateur du podcast Mon Carnet de l'actualité numérique et des 120 secondes de tech. C'est écrit derrière toi, comme le port-salut. Si vous êtes avec nous en télé, vous le voyez. Tout va bien, mon Bruno, au Québec ? Ça va très bien, très heureux de me joindre à vous ce soir. Oui, bah écoute, pareillement, ça fait plaisir. Juste pour débuter, Alain, avant qu'on plonge dans l'actualité et qu'on s'intéresse à Mark Zuckerberg, un mot sur ce livre. Donc, fatigué de la guerre des écrans à la maison, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Hein. Faut-il interdire les écrans à la maison ? Comment l'interdire sans évidemment provoquer la guerre, notamment auprès des plus jeunes ? Explique-nous un petit peu l'objectif et l'origine de ce livre. Alors sur l'origine du livre, en fait, j'ai coécrit cet ouvrage avec mon épouse qui est psychologue clinicienne, qui voit donc dans son cabinet régulièrement des familles en proie aux difficultés autour de l'écran. Moi, j'apporte un éclairage numérique et puis évidemment, on y a aussi mis notre point de vue de parents. Donc on apporte ce triple éclairage et surtout on a constaté qu'il fallait sortir du débat assez manichéen, pour ou contre les écrans. En fait, la réalité dans les familles est beaucoup plus complexe que ça. Et on voulait justement avoir cette démarche finalement très pragmatique, assez loin du livre académique dont je suis plutôt habitué, avec énormément de théories finalement assez peu accessibles. Là, on a fait un choix d'un roman guide. Donc en fait, il y a toute une histoire qui se déroule. Et on suit 3 familles, c'est ça. Et on suit le destin effectivement de 3 familles qui ont un rapport évidemment au téléphone assez différent les uns des autres et qui ont régulièrement l'occasion d'échanger autour de ça. Et l'objectif, c'est que finalement, on ne naît pas parent, si je paraphrase Simone de Beauvoir, on ne naît pas parent, mais on le devient. Et on s'est dit qu'on avait probablement 2-3 bricoles à raconter sur le sujet en quittant un peu les clichés.
Voilà, à découvrir donc, et c'est aux éditions Librinova, Librinova. néo-éditeur. Voilà. On trouve ça partout. Ben voilà, nickel. Merci beaucoup, Merci à toi. Alain, et merci d'être là. Pour débuter donc dans cette actualité chargée, on va parler de Mark Zuckerberg, je le disais, qui est épaulé maintenant par son propre agent IA. Imaginez un Enguerrand Renault qui ne viendrait pas sur le plateau et qui nous invite son IA, ça serait quand même fort. Oh, mais Qui ça sait serait bien, je serais en train de boire des spritz. Ouais, et tu serais en train de boire des spritz. pâtes. De temps en temps, tu Très regarderais bien, si, de temps si en ton IA temps. raconte pas trop de conneries. Voilà. Bah, Ça, il en raconterait moins, normalement. c'est pas sûr, parce que ça hallucine quand même. Ouais. Donc, Mark Zuckerberg est épaulé par son propre agent IA, et selon le Wall Street Journal, le patron de Meta développe aussi son IA agentique pour l'aider à être un super dirigeant. Voilà. C'est Alors, peut-être un non, aveu de mais faiblesse aussi. Attends, parce que on va voir ce que ça donne. C'est aussi une façon pour lui de montrer sa voix à ses salariés dans l'avenir de la super intelligence. Nathan Cocampo a enquêté sur ce sujet. On l'écoute et on revient juste après, bien sûr. L'exemple du métaverse, 80 milliards de dollars d'investissement, 5 ans de développement et à l'arrivée un échec cuisant, aurait-il été anticipé par l'IA? C'est peut-être ce que pense Mark Zuckerberg qui ne veut pas revivre un tel échec. Alors comme Iron Man, alias le milliardaire Tony Stark avec Jarvis, le patron de Meta développe son agent IA personnel pour l'aider à prendre les bonnes décisions pour mieux diriger son entreprise. Sa mission première, remonter des informations internes rapidement dans un groupe qui réunit plus de 78 000 salariés. Mark Zuckerberg veut aussi pousser ses employés à prendre à bras-le-corps l'intelligence artificielle dans un contexte où Meta va investir plus de 115 milliards de dollars dans ce domaine cette année. Le groupe a notamment racheté Myclo, un outil d'agent personnel, et Moltbook, un réseau social pour agents IA. Certains employés ont déjà commencé à développer leur propre agent. L'IA qui est aussi prise en compte dans les évaluations de performance avec des ateliers proposés plusieurs fois par semaine. Difficile de ne pas s'y mettre pleinement alors que la presse évoque 20% de coupe dans les effectifs dans les prochaines années. Assez paradoxal tout ça, parce que Mark Zuckerberg a quand même, alors après on peut le critiquer sur plein de choses, mais c'est quand même l'inventeur de Meta, qui est une machine à cash incroyable. Il a eu quand même le nez, il a racheté Insta, il a eu le nez, il a racheté WhatsApp, il a fait des trucs bien quand même, ok. Il a fait des trucs un peu moins bien, bon, le métavers, mais qui vous dit que dans 10 ans, métavers, c'est pas un succès? Finalement, on ne sait pas. Hein. Peut-être que c'est arrivé trop tôt. Ce qu'il faut voir... Mais c'est intéressant, cet agent IA qui se crée. Un des mojos quand même de la Silicon Valley et de la tech, c'est de connaître des échecs et d'en tirer les leçons. Fail fast. Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est un des mojos. Quand on va là-bas, on dit fail fast. Et puis un échec, c'est pas éliminatoire là-bas. C'est pas comme ici en France. Au contraire, ça fait partie des petites barrettes qu'on met sur les épaules. Et donc là, je ne comprends pas ça. Précisément, ne plus avoir d'échecs. Alors, on peut se gausser des 80 milliards effectivement perdus dans Meta, mais ce que tu dis, l'histoire n'est pas terminée. Non. C'est pas 80 milliards de perdus, parce qu'il y a sans doute une bonne partie qui partira dans les lunettes. Ce que je veux dire, c'est que, si l'IA interdit l'échec, une grande partie de la créativité de la Silicon Valley risque de disparaître. Donc, moi, c'est plutôt comme ça que je le vois, parce que ça ne va pas l'aider. À mon avis, si on considère que c'est un génie, c'est pas l'IA qui l'aurait aidé à avoir des idées géniales. Et si on considère qu'il a la possibilité de faire des échecs, c'est l'IA qui va l'empêcher. Donc, toute l'unicité de Mark Zuckerberg, dans ses bons ou dans ses mauvais choix, risque d'être éliminé par l'IA. Je trouve que c'est assez triste qu'un monsieur comme ça s'en remette à l'IA. Ouais, mais est-ce que c'est pas aussi un super coup marketing, Bruno ? On peut se dire ça aussi, c'est-à-dire que finalement, on le sait, Meta n'est pas le numéro 1 en matière d'IA. Est-ce que c'est pas aussi un bon outil marketing que Mark Zuckerberg s'investisse lui-même en créant son propre agent IA, sans doute en plus avec les outils de Meta, non ? Qu'est-ce que tu en penses, Bruno ? Oui, puis d'autant plus que les lecteurs du Wall Street Journal, disons que ce sont des gens qui sont intéressés à trouver de bonnes pistes à suivre. Alors évidemment, c'est inspirant. Il y avait déjà en Amérique du Nord la pratique de ce qu'on appelle en anglais le dashboard, le tableau de bord pour arriver à bien mener une grande ou une très grande entreprise. Alors de rêver à avoir l'équivalent de ce que Mark Zuckerberg est en train de se développer, c'est-à-dire un agent qui va t'aider à la décision,
ben, ça peut faire rêver tous les PDG. Et d'autant plus que, et je trouve ça intéressant de sa part, c'est qu'il incite, lui veut être le véhicule vers lequel ses employés vont regarder en disant, ben, si le grand patron l'utilise, ça ne doit pas être si mauvais. Alors évidemment, ça va entraîner du mouvement, mais de l'autre côté, ben, c'est de voir que ce qu'il veut faire aussi, c'est de couper les échelons hiérarchiques. Ça peut-être créer un certain frétillement en France, mais ici en Amérique, il y a beaucoup de dirigeants qui cherchent justement à essayer de faire disparaître ces niveaux-là pour accéder à l'essentiel moelle de l'information au sein de leur organisation. Et c'est ça que l'IA veut permettre à Mark Zuckerberg. En tout cas, c'est ce que Mark Zuckerberg souhaite que l'IA va faire, c'est d'avoir accès en temps réel à tous les paliers d'information qui, normalement, passent dans un processus hiérarchique et qui, finalement, peut prendre 3, 4, 5 paliers avant de se rendre à lui. Et lui, il veut avoir toute l'information pour être capable d'évaluer en temps réel et de bien décider. Alors ça, évidemment, je pense qu'il n'y a pas un PDG qui envie pas Mark Zuckerberg d'avoir un tel assistant aussitôt qui sera disponible. Ouais, et puis si ça marche, quelle superbe vitrine finalement. Hein. C'est un outil marketing assez intéressant. Oui, mais j'ai pas vu qu'il mentionnait qu'il utilisait spécifiquement l'IAMA. Son LLM et ou les agents qu'il a rachetés. Je ne l'ai pas vu, ça ne veut pas dire que c'est ça. Donc, si un coup marketing où tu ne commences pas par promouvoir tes propres produits, c'est difficilement un coup marketing. Oui, c'est vrai, il faudrait quand même creuser là-dessus et lui poser la question. Il faudrait lui poser la question. Et puis, on en est encore à l'état de projet, hein, c'est-à-dire qu'il opère un certain nombre de tests. Moi, je trouve assez intéressante la démarche, hein, comme l'évoquait Bruno, en termes d'exemplarité, parce qu'en fait, sur le sujet de l'IA, on a quand même un sujet d'adoption et de transformation des organisations. Donc effectivement, au sein de Meta, quelque part, il montre la voie. Après, c'est pas non plus sans conséquence, parce que à partir du moment où tu as une IA qui devient bras droit du patron de l'entreprise, quelque part, l'organisation devient algorithmique aussi, donc avec tous les travers qu'on peut connaître de ça, hein, c'est-à-dire les biais, les erreurs, les hallucinations. Voilà, donc on en est encore à un stade de projet. Moi, je trouve la démarche intéressante. Ça vient nourrir quand même une histoire globale autour de Meta en remettant un peu dans la course l'IA et Meta, parce que voilà, c'est quand même actuellement des GAFA plus le GAFA le plus en pointe sur le sujet. Et puis, ça vient aussi, quelque part, confirmer les annonces de suppression de postes, dont l'IA était quand même assez vite le truc évoqué en disant, voilà, comme on se met à l'IA. Voilà. Donc, quelque part, ça vient nourrir ce storytelling-là. On en est encore au stade de projet. La démarche est intéressante. Mais voilà, c'est à surveiller de près parce que c'est pas si simple que ça en termes de déploiement non plus. Ouais. Et puis alors, cet agent IA, il pousse même ses salariés à s'y mettre. Bien sûr, comme il avait poussé ses salariés, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps de cela, à chausser leur masque de VR pour faire les réunions dans le métavers. Ouais. Et visiblement, il était allé jeter un œil dans les salles de réunion virtuelles. Il n'y avait pas grand monde et ça avait soufflé dans les bronches à l'époque. Évidemment, vous vous rendez compte, le gars, il investit des dizaines de milliards dans des salles de réunion virtuelles et il n'y a même pas ses salariés qui y sont. Quoi. Ça la fout mal. Donc, il avait été obligé un petit peu de reprendre un peu le lead là-dessus. Quoi. Ouais, alors, et on a l'impression qu'il veut faire pareil avec l'IA. Quoi. Là, aujourd'hui, dans toutes les entreprises, tout le monde s'est emparé de l'IA. Il n'a pas besoin d'avoir un exemple par le haut. Ouais. En règle générale, ça sera peut-être plus facile. En règle générale, dans les grosses entreprises, tout le monde fait l'IA et puis il y a que le patron qui n'a pas bien compris encore. Oui, c'est ça. Là, ça existe déjà. Enfin, j'imagine pas un salarié de Meta qui n'utilise pas l'IA ou maison ou l'IA absolument disponible. Donc ça, c'est une première chose. Je me disais aussi. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de recrutement et d'attractivité puisque tu disais, si le bras droit, si le numéro 2 de Meta est une IA, aujourd'hui, tout le monde se bat dans la Silicon Valley pour attirer les talents. À un moment, ça ne va pas être très, très agréable d'aller dans une boîte où le numéro 1 est encore humain, une couche d'IA, numéro 2, 3, 4 sont IA, et puis après, quelles sont les places quoi. Enfin, j'imagine que quand un talent rentre chez Meta, il a l'ambition non pas de remplacer Mark Zuckerberg, mais d'approcher Mark Zuckerberg, d'être son numéro 2. Voilà. Donc, je ne sais pas très bien quel message à long terme ça va porter sur l'attractivité, comme on dit, de la marque employeur. Pour info, 78 000 salariés chez Meta. Oui, et ils en suppriment 15 500. C'est beaucoup. Hein, 15 000. Mais ils en avaient embauché quasiment 40 000 pendant le Covid, si tu veux. Tu vois, donc, c'est vrai.
Donc voilà, on revient, on va dire, à des chiffres plus raisonnables, hein, Bruno. C'est vrai que le Covid, ça avait été aussi une période un peu euphorique. Et on se souvient, mais même Google a embauché à tour de bras, parce qu'en fait, il y avait de tels usages numériques, en fait, tout était sous-dimensionné, et il fallait recruter. Et en fait, Meta a tellement recruté que, au bout d'un moment, il y avait plein de gens dont ils ne savaient même pas ce qu'ils faisaient, quoi. C'était dingue, finalement. Mais François, je reviens sur quelque chose que tu disais par rapport à l'IA qui devient maintenant un élément qu'on va évaluer. C'est Amazon qui je pense que c'était en janvier dernier, avait lancé le bal en annonçant que ça faisait maintenant partie des critères d'évaluation des employés, leur utilisation, leur capacité, leur réalisation avec l'IA maison. Alors évidemment, Meta va prendre le pas. Et j'imagine que ça va rentrer tranquillement pas vite un peu partout, minimalement chez tous les fabricants de solutions d'intelligence artificielle, mais aussi tranquillement pas vite aussi dans des grands cabinets, par exemple, qui utilisent l'IA. On veut voir si les employés sont capables de les utiliser et surtout à bon escient. Alors, ça fait partie du catalogue, un peu comme à une certaine époque, quand on regardait les petites annonces pour les emplois, on demandait à connaître Office et Word et Excel. Aujourd'hui, l'IA, ça fait partie des outils qu'on se doit de connaître pour décrocher un emploi dans ce domaine-là. Voilà pour Mark Zuckerberg. On reste dans l'IA avec le géant dans ce domaine, c'est OpenAI. Quelle est l'actu concernant OpenAI ? Eh bien, c'est que OpenAI va recruter. Alors, on pourrait se dire, voilà typiquement une boîte d'IA qui va optimiser un petit peu ses effectifs avec l'intelligence artificielle. Eh bien non. Il faut savoir qu'aujourd'hui, OpenAI, c'est à peu près 4500 collaborateurs. Ils passeraient d'ici la fin de l'année, donc d'ici quelques mois, à 8000 salariés pour renforcer leurs équipes dans le développement de produits, l'ingénierie, la recherche, les fonctions commerciales. Et là, je vous avoue que je ne comprends plus rien. Parce que d'un côté, on me dit que OpenAI perd 1 milliard par mois, qu'ils veulent couper dans des projets qu'ils ont lancés parce qu'ils sont partis un peu trop loin, un peu trop fort, un peu trop vite, un peu partout. Et là, d'un coup, on nous dit, écoutez les gars, on n'est pas assez, allez, on va en embaucher 3005 là, vite fait, bien fait. Parce que, évidemment, en plus, j'imagine que ça va des talents qui coûtent quand même cher. Donc c'est bizarre, je trouve, il y a pas véritablement... Je ne sais pas ce que tu en penses, Bruno. Après, on aura évidemment le point de vue d'Enguerrand et d'Alain, mais est-ce que ça te paraît cohérent, ces annonces qui sont quand même assez, j'allais dire, contradictoires, pas tout à fait, mais un peu quand même. Oui, il y a deux choses. Moi, quand j'ai vu cette information-là passer dans le Financial Times, d'une part, il faut se rappeler, c'est IBM, je pense que c'est le mois dernier, ou peut-être il y a 2 mois, qui a annoncé qu'il allait réembaucher des juniors dans son entreprise, alors que l'année d'avant, il nous annonçait que genre 20% de ses employés allaient quitter en commençant par les juniors parce que l'IA pouvait les remplacer. Ça a été quelque chose de réglé. Ils se sont rendus compte que l'IA, il faut quand même l'encadrer et lui montrer des choses. Alors, les juniors vont être là pour encadrer et montrer des choses. Chez IBM, et j'imagine que chez OpenAI, ça va être la même chose. Mais de l'autre côté, là, il y a une vraie... depuis cette histoire avec le Pentagone, aux États-Unis, il y a une vraie histoire et une vraie rivalité entre OpenAI et Anthropic. Et moi, ce que je lis quand j'entends cette histoire-là, c'est que j'ai l'impression que là, Sam Altman est en train de jouer presque le tout pour le tout. Presque, il joue au poker en disant... On va faire entrer des gens, on va devenir très gros et on va être incontournable et on va aller ramasser des projets qui sont sur la table et d'autres projets qui vont se développer. Alors, il est en train en quelque sorte, de former son armée pour les offensives à venir, sans faire de jeu de mots avec l'actualité, évidemment. Ouais, bien sûr. Mais c'est comme ça que je le décrypte. OK. Enguerrand. Non, mais tu as raison, c'est plein de paradoxes. C'est vrai qu'on en avait parlé ici même il y a quelques mois, Meta qui recrute des ingénieurs IA avec un welcome package ou un salaire de 100 millions. Voilà. Et puis après, ils virent 15 200 personnes. Effectivement, OpenAI, ce que dit Bruno, veut faire tapis, c'est-à-dire que voilà, c'est le moment. Il faut quand même voir, dans cette courte histoire de l'intelligence artificielle générative, il a régné quelques mois seul, avec une part de marché qui était de 100%, puis qui s'est réduit très fortement à 60% aujourd'hui, et que les autres
et sont pas très loin derrière. Et c'est assez difficile de maintenant, technologiquement, il y a toutes les nouvelles versions. Là, il y avait une étude qui disait que tout le monde a sorti ces nouvelles versions et que c'est de plus en plus dur de savoir laquelle est la meilleure, ou alors c'est vraiment très, très pointu. Donc, ça se joue ailleurs. Ça s'est longtemps joué sur la capacité à être le meilleur modèle. Maintenant, ça se joue ailleurs. Ça se joue sur la capacité, effectivement, à avoir des contrats. Ça se joue sur la capacité à être B2B. Et là, c'est pas le plus gros, c'est Claude Anthropic qui a pris le tournant le premier. C'est clair. D'accord ? C'est clair. Ils n'ont pas fait la taille au gigantisme, pas fait la taille au meilleur. Enfin si, ils se sont battus pour être le meilleur, mais surtout, ils se sont battus pour avoir des contrats, pour avoir des clients. Ce que n'a pas fait OpenAI, ou du moins, il n'a pas imaginé le faire tout de suite. Aujourd'hui, comme dit Bruno, ça se joue sur les contrats. Donc, ils ont réussi. Bon, c'est pas terminé. Hein. Il y avait une audition Anthropic avec le ministère, avec le Pentagone aujourd'hui. Donc, il y a, je ne sais pas comment ça va se terminer, mais aujourd'hui, il leur faut des gros contrats. Et l'histoire du Pentagone est un gros contrat. Il en faut d'autres. Et donc, pour ça. Parce que c'est 200 millions, je crois. Hein. Oui, pas... non, mais c'est. Quand tu vois qu'ils perdent 1 milliard par mois. Ils perdent 13 milliards par an, 12 milliards ou 13 milliards par an. C'est vrai que. Mais bon. Plus tu as de contrats, moins tu as de pertes. Donc voilà. On en est là. Et je pense que pour moi, c'est l'image. Effectivement, il faut aller maintenant vers le business. Alain ? Ouais, je crois que ce qu'il faut regarder, c'est aussi les postes de recrutement. Hein. C'est de l'intégration dans des produits, c'est des sales, c'est du pilotage de projet. Oui, c'est vraiment. Donc c'est très orienté business. Mise à l'échelle. C'est un passage à l'échelle. Je pense qu'il y a encore quand même beaucoup à convaincre justement en B2B un certain nombre de clients. Et là, il faut les prendre par la main et leur expliquer les processus qui peuvent être effectivement soutenus par de l'IA, intégrer ça réellement avec les données de l'entreprise. Enfin bref, il y a un accompagnement humain qui est non négligeable. Et puis, il y a quand même aussi un truc que Sam Altman prépare actuellement, c'est son IPO. Hein. Enfin, je veux dire, il est obligé maintenant de montrer une trajectoire qui commence à un début de rentabilité, en tout cas qui réduise le fameux milliard de pertes mensuelles, parce que, en vue de cet IPO, il y aura quand même le sujet de la rentabilité des contrats qui rentrent. Donc, je pense qu'il y a quand même tout ça, en plus, effectivement, de ce que tu mentionnais, Enguerrand. C'était le leader incontesté en termes technologie, notamment en B2C, ce qui n'est pas le cas en B2B. Hein. En B2B, Anthropic a largement fait son bonhomme de chemin. Et d'ailleurs, en France, Mistral a fait ce choix-là aussi, hein, d'une stratégie très B2B, là où tout le monde le juge plutôt à l'aune du B2C. Et donc, voilà, on voit bien que là, on a un revirement en termes de stratégie d'attaque du marché de la part d'OpenAI. Tiens, encore une petite news d'OpenAI. Alors, qui vous fera sans doute réagir. Vous savez qu'OpenAI prépare son introduction en bourse, bien évidemment, on l'évoquait tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un document qui était un prospectus d'introduction qui mettait en avant certaines faiblesses d'OpenAI, et notamment sa dépendance à Microsoft. Et c'est paradoxal parce que d'un côté, Microsoft a été le booster d'OpenAI au tout début, en injectant des milliards et des milliards, je crois que c'est plus de 10 milliards. Et maintenant, en fait, OpenAI dit attention, si on veut s'émanciper et grandir commercialement, on ne peut pas n'être dépendant que de Microsoft. Et ils le mettent dans ce prospectus d'introduction en bourse. Ça veut dire que malgré tout, il y a des petits warnings qui inquiètent Sam Altman, mine de rien. Alors. Microsoft est un partenaire, mais il faut aussi savoir s'éloigner de ce partenaire et mener une vie commerciale par ailleurs, en fait. Il y a deux choses à dire là-dessus. Quand on fait un document qu'on présente aux investisseurs, un document d'IPO comme ça, il y a dans tous les documents, il y a quand même une grande partie pour lister les risques. D'accord ? Parce que juridiquement, il faut avoir couvert tous les risques. D'accord ? Sinon, un investisseur pourra te reprocher « Ah, mais je n'ai pas été prévenu des risques que je prenais en mettant de l'argent dans une en signant, tu sais ce qui peut se passer. Voilà, donc, mais tous les risques. Hein. Oui, bien sûr. J'en ai lu un paquet. Il y a même, si on te demande... Donc, tu veux dire par là qu'il faut relativiser ce type de choses. Il faut relativiser. Il est obligatoire et nécessaire de mettre ça. La deuxième chose, c'est qu'enfin, il le dit, parce que dans ce mariage au tout début, qui était un mariage de raison entre OpenAI et Microsoft, Microsoft, ça fait quand même très longtemps qui s'émancipe et qui a mis des billes un peu partout et qui aide Mistral, qui aide tous les autres. Donc en fait, Microsoft ne veut pas être lié à OpenAI, il est temps
Ouais, OpenAI dit je ne veux pas. Mais il garde un œil quand même sur l'activité d'OpenAI. Alors après, il y a quand même des liens capitalistiques. Je te rappelle qu'il a quand même investi, c'était 13 milliards qu'il a converti. Donc ça reste un actionnaire important. Mais ce que je dis, c'est que les deux partenaires, j'allais dire d'un commun accord, commencent à regarder un peu ailleurs. Microsoft s'est fait depuis au moins 2 ans. Et là, OpenAI dit quand même, effectivement, si je reste trop dépendant de Microsoft pour ma distribution, ça va être un peu difficile. Bruno, et après Alain. Bruno ? Puis on le voit du côté d'OpenAI, les liens qu'ils ont tissés avec Google, les liens qu'ils ont tissés avec Amazon et puis avec NVIDIA. Donc, ils ont été chercher des bailleurs de fonds et des partenaires à l'extérieur. Et dans le fond, ce qu'on découvre, on le savait déjà, mais ce qui est écrit en lettres sur ce formulaire très officiel, c'est justement que pour le bon développement et la croissance de OpenAI, il doit se dissocier de Microsoft. Il doit se dissocier. Il doit faire la part des choses et s'assurer qu'il y a d'autres portes ouvertes et pas seulement Microsoft. Voilà, il faut que le petit oiseau OpenAI s'envole du nid Microsoft, Alain. Oui, non, mais c'est clair. Un peu de poésie dans ce monde de brut. On peut. Petit oiseau, ça renvoie à Twitter. Oui, en plus. C'est extrêmement important. Après, bon, c'est pas vraiment un scoop. C'est vrai que Microsoft ayant injecté ses 13 milliards, ça rappelle aussi la position un peu spéciale de Microsoft, qui est à la fois investisseur, donc présent dans la prise de décision, mais fournisseur de capacité de compute, mais également client. Enfin, bref, Microsoft est présent à tous les étages. Donc, c'est pas très étonnant, évidemment, qu'OpenAI et Sam Altman aient envie de s'émanciper. Ça fait déjà quelques temps, parce que pour le coup, sur le tour de table à 100 milliards, il leur en manque encore peut-être 10. C'est peut-être même aussi une stratégie de négociation vis-à-vis de Microsoft. Ne perdons pas ça de vue. C'est clair. Messieurs, je vous propose de faire une petite pause. Il est bientôt 20h. Et dans un instant, nous retrouverons Bruno, Enguerrand et Alain pour poursuivre notre débrief de l'actu tech. On s'intéressera à la Russie qui s'apprête à lancer sa constellation concurrente de Starlink. Voilà. Ça ouvre une autre question. Et nous, en Europe, on en est où, les gars ? Oui, on en a une. Oui. On va en parler dans un instant. On parlera aussi d'Amazon. Alors ça, c'est une histoire de dingue quand même. Amazon qui aimerait, en tout cas qui réfléchirait à sortir un smartphone. Pourtant, Enguerrand, on se souvient de ce qui s'était passé à l'époque. Mais quand Amazon avait voulu lancer un smartphone. Ça avait débouché sur Alexa. Ouais, ça avait débouché sur Alexa. Il n'avait pas tout perdu. Je te rappelle, c'était le Fire Phone. Exactement. Et puis on parlera aussi d'une date de la WW6 2026 qui aura lieu en juin. Vous savez, c'est le grand rendez-vous des développeurs d'Apple, avec sans doute aussi une montée en puissance de l'IA chez Apple. Il était temps. Tout cela après cette petite pause. Un grand merci d'être là sur BFM Business et Tech & Co qui revient juste après ceci. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Le retour du débrief de l'actu tech, il est 20h02 en ce mardi soir. Un grand merci d'être là et merci de nous avoir choisi d'être fidèles à Tech & Co, que ce soit en direct ou en replay ou en podcast. Ce soir, pour débriefer l'actu, Enguerrand Renault, qui représente Satellifax, il en est le directeur de la rédaction, Alain Goudet, directeur général adjoint de Neoma Business School, et Bruno Guglielminetti qui est avec nous en visio, journaliste animateur du carnet de l'actualité numérique et de ses 120 secondes de tech. Je vous propose maintenant donc de passer aux télécoms avec la Russie qui passe à l'offensive dans l'internet spatial. L'entreprise privée Bureau 1440 vient de lancer en fait les 16 premiers satellites de sa constellation Rassvet en orbite basse, un peu comme Starlink, c'est de l'orbite basse. Objectif, créer un équivalent national justement de Starlink et réduire la dépendance stratégique aux réseaux occidentaux. Jean-Baptiste Huette, notre expert aéronautique et spatial, nous explique tout cela tout de suite. Ces satellites doivent fournir un accès Internet partout sur la planète. Le calendrier est rapide, une première flotte commerciale d'environ 250 satellites est annoncée pour 2027, avec une montée en puissance progressive jusqu'à près de 900 unités, un sacré défi industriel. L'idée est de bâtir une infrastructure complète, comparable aux constellations occidentales capables de soutenir à la fois des usages civils, industriels, militaires. L'enjeu est aussi directement lié au conflit en Ukraine. Starlink s'est imposé comme un outil essentiel pour les forces ukrainiennes, tandis que certaines unités russes ont rencontré
rencontrer des difficultés de communication après des coupures d'accès. Cette dépendance a mis en évidence la vulnérabilité de Moscou face à une infrastructure contrôlée par un acteur américain. Au-delà du militaire, Moscou cherche à sécuriser ses communications civiles et à capter un marché stratégique. Les constellations en orbite basse deviennent des infrastructures critiques au même titre que les satellites GPS ou les câbles sous-marins. Avec Razvet, la Russie se positionne en retard dans la course mondiale aux méga-constellations. Et voilà, encore une constellation de plus pour rivaliser à Starlink, mais aussi bientôt à Léo, de Jeff Bezos, et l'Europe avec Iris Carré, c'est ça dont tu voulais nous parler tout à l'heure, Enguerrand? Oui. Non, mais en fait, il faut. Ce qui est assez étonnant quand on parle de l'espace comme ça, c'est que l'espace longtemps a été souverain. C'était des États qui faisaient ça. Et puis après, Eutelsat, mais Eutelsat, c'était un ensemble d'États souverains. Eutelsat a mis la main sur OneWeb, et effectivement, avec IRIS². Eutelsat fait partie du projet IRIS², qui est un projet européen. Enfin, l'espace, ça reste souverain. On l'a vu. Et il l'explique très bien. C'est-à-dire que si on est privé de communication, on a des problèmes sur la productivité, mais aussi on a des problèmes sur son armée. Les orbites basses, enfin les constellations orbites basses, aujourd'hui, on a l'impression que c'est du privé, que c'est Starlink, que c'est Amazon, mais il y a beaucoup de projets. Il y a un projet chinois, il y a un projet indien, il y a un projet, alors je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, mais enfin au Moyen-Oriental, c'était Qatar ou Émirats. Enfin voilà. Donc en fait, on va retrouver de la souveraineté. Et alors la Russie, qui est quand même en dehors aujourd'hui, à cause de cette guerre, qui est quand même en dehors de tout, qui est mis au banc des relations internationales, il n'y a personne pour l'aider, il n'y a personne pour lui louer de la capacité, et il va retrouver. Et je termine en disant quand même, il faut jamais oublier que la Russie, c'est le premier Spoutnik. Donc quand même, aujourd'hui, ils ont lancé le premier Spoutnik. Aujourd'hui, qu'ils soient en retard sur l'infrastructure du siècle prochain, qui est l'infrastructure Internet et télécom sur une orbite basse, c'était juste pas possible, quoi. Ouais. Bruno, alors c'est plutôt une bonne nouvelle que la Russie lance son propre réseau de satellites, ou est-ce que c'est quelque chose quand même à regarder avec beaucoup d'intérêt pour l'Occident, à ton avis? C'est certain que la Russie, comme les autres pays de la planète, a à regarder par rapport à la souveraineté de son réseau de communication, et de voir tous ces réseaux de satellites basse altitude qui desservaient ces services-là, à un moment donné, ça pouvait faire réfléchir des gens, d'autant plus qu'ils ont vu très récemment l'enjeu stratégique qu'était cette série de chapelets de satellites qui parcourent la planète, quand ils se sont vus coupés de la possibilité d'utiliser les Starlink, parce qu'Elon Musk avait décidé que lui, c'était l'Ukraine qui l'utilisait, c'était plus les Russes, et ils ne peuvent pas être tributaires des décisions d'un Nord-Américain par rapport à leur politique, puis surtout dans des enjeux stratégiques militaires. Alors, c'est certain que de voir ce déploiement-là, c'est pas surprenant. Ça a pris du temps. Les Chinois sont plus en avance qu'eux, mais bon, ça se fait finalement. Et là, puis à la blague ou avec un petit sourire, tu mentionnais le réseau européen, mais je pense que ça a aussi toute son importance que l'Europe ait son propre réseau pour s'assurer qu'un jour, quand ça n'ira pas avec des joueurs nord-américains, que vous puissiez avoir votre réseau au cas où. Et la même chose se passe au Canada. Il y a une initiative là, de satellites qui vont circuler autour du territoire canadien, qui est quand même assez immense, pour s'assurer de desservir le territoire canadien au cas où il y aurait un propriétaire d'une entreprise qui n'aimerait pas le Canada une semaine et voudrait couper le service. Donc vous travaillez sur votre propre réseau de satellites souverains, c'est ça? Tout à fait. Oui. Mais comme de très nombreux pays. Oui, c'est clair. Alors, j'ai une petite anecdote qui est marrant, qui relie tout ça. OneWeb, qui devait commencer à lancer sa constellation, a été coincé
en février en Russie. 2022. Parce que c'était Spoutnik. Il lançait ça à Baïkonour. Et donc, il y a encore les premiers satellites de OneWeb qui sont bloqués là-bas. Sont toujours bloqués là-bas. Ouais. Donc, en fait, on peut-être que les Russes vont lancer pour leur compte les satellites OneWeb, finalement. Non, on plaisante, mais c'est une anecdote à raconter. Ce qui veut dire que l'invasion de l'Ukraine février 2022 a quand même beaucoup changé dans énormément de domaines, ça on le sait, mais dans l'espace précisément. Alain ? Moi, ça m'a amené plusieurs réflexions. D'une part, au niveau technologie, on voit que géopolitique et numérique, en fait, sont des sujets qui sont extrêmement proches. Enguerrand et Bruno le rappelaient. Et c'est d'ailleurs un des thèmes qu'on va traiter début avril à Neoma, parce que c'est un vrai sujet, en fait. Il ne faut pas en faire abstraction. Le deuxième point, je me suis dit, OK, est-ce que ce n'est pas un effet d'annonce ? Parce que, lancer 16 satellites... c'est bien, mais j'ai envie de dire, c'est un peu devenu monnaie courante parce que les habitudes ont quand même beaucoup évolué ces dernières années. Et du coup, j'ai regardé le coût d'un lancement. Et en fait, le coût d'un lancement par Soyouz, donc les approches russes, sont strictement équivalents à ceux d'un lancement par SpaceX. Et ouais, c'est autour de 50 millions de dollars. Alors, c'est pas du tout la même approche. Dans un cas, c'est pas réutilisable côté russe et du côté SpaceX, c'est réutilisable. Mais néanmoins, le coût est le même. C'est-à-dire que du coup, le projet devient foncièrement crédible d'un point de vue économique. L'intérêt géostratégique, on en a parlé. Et puis, le troisième élément de réflexion que ça m'a amené, c'est de me dire, mais finalement, si tout le monde y va de sa constellation, alors de satellites, je rappelle, une constellation de satellites orbite basse, c'est 1000, 1500, 2000 satellites minimum, par constellation, fois 10, 15, 20, 30 nations. Ouais. Ça va faire beaucoup Starlink, de satellites en orbite dizaines basse. De milliers. Non, mais c'est encore plus que ça. Et du coup, en fait, on va avoir un encombrement en fait, de l'orbite basse, qui va commencer aussi, par répercussion, à générer probablement un certain nombre de problèmes. Donc, non seulement l'espace est une zone, effectivement, plutôt régalienne, donc appartenant aux États, mais en fait, je crains aussi que ça devienne assez rapidement une zone aussi, quelque part, de bataille pour la maîtrise de cette zone-là, parce que, une fois encore, orbite basse saturée, il va falloir faire de la place. Ouais, c'est clair. Rappelons aussi ce qui est arrivé, tu le disais, enfin vous le disiez rapidement, mais il est nécessaire aujourd'hui pour la Russie, tout comme nous, d'avoir cette possibilité de pouvoir répondre à une coupure d'Internet issue par un chef d'entreprise, en l'occurrence Elon Musk, qui a décidé du jour au lendemain de couper l'Internet aux Russes. Ça a d'ailleurs bien bousculé leur stratégie militaire. Alors qu'on salue ou pas cette initiative, on n'est pas là pour juger, mais en tous les cas, ça a eu un impact sur cette guerre-là. Encore une fois, les historiens trancheront, mais bien sûr. On a beaucoup dit que février 2022, l'intervention de Starlink contre les Russes et en faveur des Ukrainiens a fait nettement pencher la balance. Mais on se souvient aussi des menaces qu'avait murmuré Elon Musk concernant l'Ukraine. Il avait dit, attention, ça coûte cher, il va falloir rembourser. Enfin, il y avait eu un moment de flottement, je ne sais pas si vous vous souvenez, où on avait un peu tiqué quand même. Puis il y a un dernier point aussi que ces constellations de satellites va amener, c'est de la réintermédiation dans le secteur des télécoms, parce que mine de rien, à partir du moment où on a la téléphonie et l'accès Internet disponible avec les satellites, les antennes relais des réseaux mobiles. C'est un très bon sujet que j'ai évoqué hier soir avec Vivek Badrinath. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Vivek Badrinath. Orange, qui était le numéro chez Orange, 3 d'Orange. Un vrai monsieur de la tech et des télécoms, et qui est aujourd'hui le patron de la GSMA, qui regroupe tous les opérateurs télécoms. J'ai eu la chance de pouvoir m'entretenir plus de 30 minutes hier, c'était dans Tech & Co. Et franchement, interview à retrouver en replay, passionnante. On évoque justement ce sujet-là. Est-ce que les opérateurs télécoms n'ont pas raté finalement le virage de l'Internet par satellite ? Que va-t-il se passer aussi en termes de concentration des opérateurs en Europe ? Je vous rappelle qu'en Europe, il y a plusieurs dizaines d'opérateurs pour un continent qui est équivalent, par exemple, aux États-Unis, où il y a 3 opérateurs. Pareil avec la Chine. Et Vivek Badrinath nous dit qu'il est, on va dire, partisan d'une réduction du nombre d'opérateurs en Europe. Et c'est une volonté aussi de la Commission européenne. Ça va être un vrai séisme, ce truc-là. Donc, tous les sujets télécoms du moment, on les évoque avec Vivek Badrinath, qui a une vraie légitimité à répondre à toutes ces questions. Et c'est à retrouver donc sur le replay de Tech & Co dès maintenant. Dans l'actu, on est dans les télécoms et on va y rester avec Amazon. Amazon
qui, alors c'est une rumeur, hein, rien de confirmé, pourrait s'intéresser à un projet de smartphone. On n'en est même pas sûr, en fait. Ça serait un objet connecté qui serait évidemment boosté à l'IA. Forcément, hein, on est on va dire dans la mode et dans ce qu'il faut faire actuellement. Mais il y aurait la possibilité d'avoir des applications, il y aurait sans doute un OS, etc., etc. Et alors, pour tous les vieux de la vieille qui suivent l'actualité tech depuis pas mal de temps, Bruno, ça nous fait quand même un peu réagir, cette histoire, parce qu'on se souvient quand même de l'incursion malheureuse d'Amazon dans le monde du smartphone avec leur Fire Phone, qui était un produit soi-disant révolutionnaire. Je crois qu'il y avait un écran 3D, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce truc-là. C'était un truc, en plus, au niveau marketing, d'une complexité sans nom. En fait, il y avait comme un écran holographique sur le téléphone. Et évidemment, je crois qu'ils n'ont même pas sorti ce truc-là parce qu'ils se sont rendus compte très vite qu'ils allaient droit dans le mur. Hein. Tu t'en souviens, Bruno ? On en avait parlé, ça a duré quelque chose comme 14 mois, cette histoire-là. C'était en 2014, 2015, si ma mémoire est bonne. Et donc, c'est ça. Mais c'était la folie furieuse à cette époque-là. Tout le monde parlait d'avoir son téléphone. Meta voulait avoir son téléphone. D'ailleurs, ça, c'est le grand malheur de Mark Zuckerberg de ne pas avoir été de la course des téléphones intelligents. Mais donc, pour revenir dans le cas d'Amazon, je trouve que, pour utiliser une expression de Shakespeare, le timing, le moment est bien choisi parce que de plus en plus, on parle d'objets connectés grâce à l'intelligence artificielle qui permet d'avoir des objets augmentés en quelque sorte. Et donc, d'avoir la possibilité d'avoir un objet, puis j'aime bien tu as fait la mention, là, on parle d'un téléphone, mais c'est probablement un objet qui va permettre d'accéder à tous les services d'Amazon. Et là, il commence à en avoir beaucoup à partir d'un même appareil qui va nous permettre d'utiliser l'intelligence artificielle, qui évidemment, puisqu'il est relié à Internet, peut être relié au système téléphonique presque traditionnel. Ça, c'est sans parler probablement de la prochaine génération, si ça voit le jour, qui va avoir accès aux services satellites Léo d'Amazon. Donc, on peut avoir un appareil tout en un. Et probablement que puisque ce serait l'intelligence artificielle, on pourra faire fi de toute la ribambelle des applications auxquelles on doit installer dans un téléphone intelligent aujourd'hui, en tout simplement demandant à l'IA qui est embarquée sur le téléphone de nous créer un petit outil ou de faire une fonctionnalité dont on a besoin pour le moment où on utilise l'appareil. Et c'est pour ça que dans ce contexte-là, moi, je trouve que ça fait du sens. Et là, il faudra voir si ça verra le jour. Ouais, parce que Enguerrand et Alain, il faut bien se rendre compte quand même du drame de ces géants de la tech qui voient effectivement d'un côté Apple réussir avec son OS, de l'autre côté Android et Google avec évidemment l'immense majorité des smartphones aujourd'hui dans le monde, et puis tous les autres qui voient le train passer et qui sont dépendants en fait de ces systèmes d'exploitation. Tu le disais, hein, Bruno, Meta qui a été dépendant en fait du bon vouloir en termes de vie privée d'Apple, on s'en souvient il y a quelques années de cela, qui avait complètement mis à mal le modèle économique et la publicité qui était hyper ciblée de Meta, parce que d'un coup... il avait dit que ça lui avait fait perdre 10 milliards. 10 milliards. Et franchement, ça n'avait pas amélioré leur relation entre les deux. Hein. Et Amazon, évidemment, doit se poser la même question, parce que géant du commerce, qui est à peu près partout maintenant, tu le disais justement, Bruno, bientôt la connexion satellite Léo, voilà, ils sont sur les objets connectés avec Alexa, etc., etc. Et ça doit être quand même tentant de se dire, allez, on se lance dans la bataille, on va essayer de créer notre propre écosystème, non ? Qu'est-ce que t'en penses, Enguerrand ? Je pense que la réponse a été donnée il y a déjà très longtemps à ça, parce qu'il y a entre être disponible sur tous les smartphones du monde, donc la moitié sont distribués par Apple et l'autre moitié distribués par Samsung et les Chinois, c'est quand même plus intéressant que d'être sur son objet connecté et d'être enfermé dans une espèce de bulle et de ne pas toucher les 5 à 7 milliards de possesseurs de smartphones. C'est toujours un trade-off. Hein. Est-ce que je suis sur les 5 milliards de smartphones ou est-ce que je suis sur mon univers, mais forcément beaucoup, beaucoup plus petit. Je pense que la réponse a été donnée il y a un certain temps, même s'il y a des difficultés, hein, et Meta, tu l'as rappelé. Alors effectivement, moi, la réflexion que je me disais, c'est que le monde des smartphones qui a été révolutionnaire il y a quand même
une bonne quinzaine d'années maintenant et ronronne un petit peu, quoi. Donc, ce que disait Bruno, c'est quitte à revenir dans le game, autant revenir avec quelque chose de nouveau. Voilà. Je pense qu'effectivement, on l'a vu, les lunettes connectées, c'est un peu nouveau. L'objet connecté, parce qu'on ne sait pas très bien ce qui va sortir, l'objet connecté, c'est un peu nouveau. Je me vois mal... Moi, je vois mal Amazon ressortir sur un bon vieux smartphone, quoi. C'est très, très vieux, un smartphone. Non, mais c'est vrai que dans l'absolu, c'est vieux. Mais n'oublie pas que l'IA arrive et va peut-être rabattre toutes ces cartes, finalement. C'est là le sujet. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de vivre un moment où tous les grands industriels du numérique se disent le smartphone est probablement un truc assez ancien, il faut inventer la suite. Ouais. Et sur la suite, voilà, et ils sont tous en train de chercher... Bien sûr, même OpenAI, il y a Johnny OpenAI, exactement, est en train de réfléchir à ça. Apple est en train de réfléchir à ça. Meta, évidemment, et les lunettes sont plutôt un très bon exemple de suite possible, en incluant de l'IA. Bon, c'est pas très étonnant du coup qu'Amazon se lance dans l'aventure. Moi, je pense qu'une des grosses erreurs, ça serait effectivement que ça ressemble à un téléphone, en fait. Mais voilà, donc ils explorent tous ça, sans avoir nécessairement la réponse non plus. Parce que la problématique de dire il faut inventer la suite, du coup, c'est intéressant de regarder ce qui a marché ou pas marché. Tu prends toute la vague des petits trucs connectés, type le R1, type le Human AI Pin ou je sais plus quoi là, qui ont été lancés avec un effet de mode colossal au CES et finalement ça a fait flop 2 mois après et assez peu suivi d'effet. Ça on voit que ça marche pas. Et de l'autre côté du spectre, tu as finalement un objet du quotidien en plateau. En fait, sur le plateau, on est tous à porter cet objet, c'est-à-dire des lunettes. Et Meta qui intègre de l'IA dans des lunettes, et là, c'est hyper malin. Et ça fonctionne très très bien. Donc, il va y avoir une vague de réinvention de l'interface et de l'accès au monde numérique. Quelle forme va avoir cet objet aujourd'hui? C'est un peu compliqué à dire. Est-ce que ça va être une forme de réponse de tout ce qu'on appelle les wearables, donc ces objets qu'on porte assez naturellement déjà? Ça serait pas inintéressant, et c'est vrai que la paire de lunettes est quand même un objet assez sérieux à creuser. Bruno, d'accord avec tout ça? Oui, mais j'aimerais mentionner, parce que je pensais que peut-être mes collègues allaient le mentionner, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est la personne qui est derrière, qui chapeaute cette histoire-là, c'est Jay Allard, qui est un ancien de Microsoft. C'est lui qui avait piloté le développement de la Xbox, qui a quand même été une belle réussite, mais qui a aussi piloté l'échec lamentable du baladeur Zune, qui, lui, s'était planté dans le décor en voulant faire compétition à l'époque au iPod. J'avais oublié ce truc-là, le baladeur Zune. Ouais, moi aussi. Waouh, c'était quand même assez costaud. Vous savez que ce truc-là n'était même pas sorti en Europe parce que Microsoft a dû se rendre très vite compte que c'était un truc ni fait ni à faire, qui était d'une complexité. Moi, j'avais la chance de pouvoir le tester. C'était une usine à gaz. Il fallait installer un logiciel qui ralentissait votre Windows. C'était une horreur. Vous branchiez ce truc-là, vous étiez obligé d'acheter des chansons. Il y avait encore des DRM à l'époque. C'était, bref, un cauchemar. Microsoft qui a dû dépenser beaucoup, beaucoup d'argent dans ce truc-là, je pense. Ils avaient raison avant l'heure. Et mine de rien, avec une approche techniquement... Techniquement, c'était pas au rendez-vous et l'usage n'était pas installé. Mais concrètement, Apple a exactement fait ça quelques temps après. Ils ont raflé la mise avec une intégration parfaite. Peut-être qu'ils vont nous faire pareil avec l'IA. Peut-être. Tiens, vous savez qu'on est en train de vous préparer une émission spéciale pour les 50 ans d'Apple. Parce que mine de rien, début avril, Apple aura 50 ans et on aura des invités exceptionnels. Vraiment. Et nous aurons, entre autres, un certain Tony Fadell. Tony Fadell, c'est le papa de l'iPod. Et ça me fait évidemment penser à ce que tu disais. On en parlera et on lui posera la question de savoir comment Steve Jobs, Tony Fadell, toute on va dire la pensée d'Apple a eu l'idée de se lancer dans la musique à l'époque. On était en 2000, hein. Quel design incroyable. Et c'était le début de la transformation d'Apple. Enfin, c'était incroyable. Maintenant, on en retrouve dans nos. Bien sûr. On en retrouve dans nos vieilles commodes, quoi. Mais ouais, bien sûr. Mais ils étaient beaux. Mais bien sûr. Et tu sais que ça marche toujours. Hein. Avec ton iTunes, tu peux encore synchroniser ton iPod. Hein. C'est cool. Enfin voilà. Donc Tony Fadell et puis il y aura d'autres invités qui ont bossé chez Apple et qui seront avec nous pour nous raconter ces 50 ans d'Apple. Ça passe vite. Hein. Et autre rendez-vous hyper important, ce sera demain. Demain, on va fêter les 25 ans de l'iPhone, du smartphone, pardon. Oui, c'est comme quand je dis que c'est vieux, c'est 25 ans. Quand même. Et les 25 ans du smartphone, là encore, on a plein de trucs à vous raconter. Très sympa. Ah oui? Ouais.
Et oui, 2001, c'était les débuts de Nokia dans ce domaine-là. Il y avait aussi, rappelez-vous, Windows Mobile, avec des petits smartphones. Moi, c'était mon premier smartphone, c'était un QTech, un tout petit truc qui tournait sous Windows Mobile. Alors, tu avais un tout petit écran qui était dégueulasse en plus. À l'époque, la qualité n'était pas bonne. Et tu avais un petit stylet et tu avais le menu démarrer. Tu sais, tu cliquais. Enfin, c'était un truc ni fait ni à faire, quoi. L'ergonomie était nulle. Mais malgré tout, tu avais tes mails. Des Japonais. Et oui, qui était promu par Bouygues Télécom à l'époque. Et qui avait été mis en France par Bouygues Télécom. Voilà. Et nous donc tu vas nous. Là, on va replonger. Tu vas replonger. On va ouvrir les vieux tiroirs poussiéreux. On mettait une bonne demi-heure pour avoir c'est clair. l'état du périph'. Et on va en parler avec des personnalités qui ont été au cœur de tout cela, qui ont négocié avec Apple, avec Samsung, à l'époque des smartphones. Enfin voilà, il y a plein. On va vous raconter plein de petites anecdotes très sympas. Ce sera demain soir, dès 19h30, dans Tech & Co sur BFM Business. Tiens, on parlait d'Apple, on raisonne justement sur une date. Ça sera en juin prochain, ça sera la WWDC. La WWDC qui a été annoncée très tôt cette année. D'habitude, Apple annonce ça, on va dire, quelques semaines avant. Là, on est fin mars. Pour juin prochain, la WWDC, qui est le grand rendez-vous des développeurs. Et Bruno, c'est un peu étonnant, donc, Apple dégaine cette date aussitôt dans le calendrier. Je me suis fait cette réflexion. Ouais, surtout qu'on parle du 8 au 12 juin, mais moi, je me suis dit qu'il devait donner des signes de vie. Oui. Il devait rassurer des gens. C'est ça. C'est un peu ce qu'ils font, mais sans blague. Je pense que c'est une bonne nouvelle de savoir que ça, c'est dans le calendrier. Et ça donne espoir maintenant. Ça donne espoir qu'ils ont enfin quelque chose entre les mains qui sera quelque chose comme entre l'Apple Intelligence et Gemini. Et c'est ça qu'ils vont nous présenter. Mais ils sont bien rassurés, de faire couler l'information qu'il n'y aura aucun produit. Ça va être que logiciel. De toute façon, ils ont fait l'annonce cette semaine et la semaine passée de tous les nouveaux produits. Alors, ça sera que l'iOS 27, probablement les déclinaisons sur différents appareils, mais je pense qu'on peut avoir espoir d'avoir une présentation et que surtout, la livraison sera faite à l'automne avec les nouveaux appareils et que ça va fonctionner. C'est la seule chose qu'on peut souhaiter. Bruno, mais on est d'accord que là, Apple n'a pas le droit de se planter. Parce que je vous rappelle qu'il y a 2 ans, il nous annonçait que Apple Intelligence allait arriver, renouveau du Siri, il y avait des vidéos qui nous faisaient rêver avec un Siri sympa, qui avait un peu d'esprit, etc., etc. Je vous rappelle qu'encore une fois, il ne sert que à vous donner le timing pour faire cuire vos œufs durs. Hein. Ça va pas plus loin, hein, Siri. Donc là, ils ont intérêt quand même à ne pas nous décevoir, parce qu'ils vont être ridicules s'ils se plantent là-dessus. C'est presque leur dernière chance. Hein. Ah, on est d'accord. Ça fait plusieurs fois qu'on dit la Non, mais là, d'accord, mais là... Ça fait plusieurs fois qu'on dit la même chose. Non, mais ils ont réglé le problème. Hein. Ils ont confié ça à Gemini, et puis c'est tout. Hein. Enfin, je veux dire... non, mais encore faut-il que... On va quand même pas rêver sur les nouvelles fonctionnalités. Mais encore faut-il que l'intégration de Gemini dans Siri soit bonne. Oui, mais c'est ça le truc. Quand tu regardes les papiers de recherche des équipes d'Apple, justement, ils ont travaillé sur embarquer du contexte à la volée, embarquer des modèles à la volée, et un des gros sujets qu'Apple doit réussir à craquer, c'est la confiance dans le traitement des données de l'utilisateur, parce que c'est quand même un peu leur fer de lance depuis toujours, j'ai envie de dire, parce que ça vient défendre l'écosystème fermé, donc il faut quand même qu'ils apportent des preuves par rapport à ça. Et sur le sujet de l'IA, c'est un vrai sujet, et on voit quand même qu'il y a une stratégie d'Apple avec ces 2 milliards de devices installés, hein, c'est le parc installé, on parlait hardware, dont une bonne partie aujourd'hui en Apple Silicon, hein, donc en capacité de faire tourner des modèles IA. En fait, peut-être qu'ils vont nous préparer avec des choses qui vont tourner en local, avec des données un peu sensibles, et après faire appel effectivement en distanciel à Gemini, puisque ça y est, ils ont enfin choisi leur partenaire IA, qui aussi sans surprise, hein, parce qu'on rappelle que le deal Google, Apple, sur le moteur de recherche, hein, c'est à peu près aussi vieux que l'iPhone. Donc voilà, et aujourd'hui, ils ont des modèles qui tournent, ils doivent gérer l'intégration, et ça tombe bien, c'est ce qu'ils savent faire. Et ça permettra à la justice européenne et américaine de refaire des procès
Allez piquer encore quelques centaines de millions. Ils font des procès pour. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Pour déconnecter le CERT. Arrête, ils vont refaire. Ne le dis pas trop fort parce qu'on risque d'être punis. Apple ne va pas nous donner Siri version Gemini s'ils t'ont entendu. Pardon. Voilà. Non, mais Non, mais Enguerrand, voilà, n'a rien dit. On va rembobiner, Ah non, on peut pas rembobiner, on est en direct. Zut. Bon, enfin, c'est pas grave. Eh bien, écoutez, merci à tous les trois. Merci, Bruno. Merci. L'actualité vue par Bruno Guglielminetti. Toujours un regard intéressant, factuel, avec de très bonnes analyses. C'est le carnet d'actualité numérique, était 120 secondes de tech. Bruno, je vous invite à les découvrir si ce n'est déjà fait. Merci Alain, bonne chance pour ton livre. Merci beaucoup. Voilà, le temps d'écran à la maison, sujet. Ben voilà, il y a Thierry qui s'excite d'un coup parce que j'ai parlé de lui. C'est peut-être Tim Cook qui est en train de me parler. Voilà, ce bouquin sorti, écrit avec ta compagne. Et merci beaucoup à Enguerrand Renaud, le directeur de la rédaction de Satellite Fact. Vous restez avec nous, encore une petite demi-heure à passer ensemble pour Tech & Co, la quotidienne, avec ces lunettes connectées que j'ai sur le plateau, je vous les montrerai tout à l'heure. Des lunettes connectées, écoutez bien, non pas à 200, 300 euros, mais à 40 euros. Quoi ? 40 euros, Enguerrand, oui. On vous expliquera comment on y arrive. Enfin, c'est pas nous, mais c'est le constructeur Black Sheep qui nous parlera de ça tout à l'heure. Et puis, ce sera notre rendez-vous aussi, Banque des Startups, avec LCL. Tout à l'heure, on parlera du voyage. Comment la tech est en train de bouleverser le monde du voyage. Et on en recevra deux, HelloBrain, GetStream, en compagnie de Fabrice Marcella, bien sûr. Vous restez là, on revient juste après cette petite pause avec le Tech Flash de Léa Benaïm, bien sûr. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. Voilà, 20h32, avant de vous faire découvrir ceci, ces lunettes connectées à 40 euros, qui font aussi bien que des lunettes beaucoup plus chères. Enfin, en tout cas, on posera la question à notre invité dans un instant, avant de retrouver tout cela, à 20h32, le Tech Flash, le condensé de l'actu tech de ce jour. C'est tous les soirs, vous le savez, et c'est avec Léa Benaïm. Bonsoir Léa. Bonsoir François et bonsoir à tous. Et à la une, le duo Microsoft-OpenAI mis une nouvelle fois sous pression. Dans une lettre aux investisseurs, Sam Altman qualifie ce partenariat de risque commercial pour ses activités. Le PDG d'OpenAI pointe ici le rôle central de Microsoft qui assure une part importante du financement, mais aussi des infrastructures de l'entreprise. Un signal qui intervient alors qu'OpenAI prépare son introduction en bourse avec une valorisation pouvant atteindre les 1 000 milliards de dollars. Également dans l'actualité, la Russie passe à l'offensive dans l'Internet spatial avec le lancement cette nuit de 16 satellites pour créer une constellation en orbite basse. L'objectif est d'avoir un équivalent national de Starlink avec un calendrier ambitieux. Le système prévoit d'être commercialisé dès l'année prochaine et Moscou vise une couverture mondiale avec 900 satellites en orbite d'ici 2035. Et dans l'actualité tech aussi, il est à San Francisco cette fois. Alphabet s'apprête à lancer un service de livraison par drone en moins de 30 minutes. Et oui, un projet porté par sa filiale Wing avec deux offres, la livraison de courses en partenariat avec Walmart et la livraison de repas via l'application DoorDash. Après plusieurs années de tests, l'entreprise revendique déjà plus de 750 000 livraisons aux États-Unis. Le déploiement commercial est attendu, lui, dans les prochains mois. Dans l'actualité des jeux vidéo, moins d'1 an après un lancement record, les ventes de la Switch 2 marquent le pas. Aux États-Unis, l'engouement pour la console s'est essoufflé et en Europe, les ventes peinent à décoller. Selon Bloomberg, le constructeur japonais a donc décidé de réduire la cadence de production de 30%. De leur côté, les joueurs accusent le prix trop élevé de la console et le manque de jeux exclusifs. Et enfin, Apple s'apprête à intégrer de la publicité dans son application Plan sur le même modèle que son concurrent Google Maps. L'entreprise va ainsi permettre aux marques d'acheter du contenu sponsorisé pour mettre en avant leur emplacement. Une fonctionnalité qui sera d'abord déployée aux États-Unis et au Canada à partir de cet été. Et en parallèle, Apple a annoncé la fameuse date de sa WWDC. Vous pouvez la noter dès à présent dans vos agendas. La keynote est prévue pour le 8 juin. Une soirée qui sera bien sûr évidemment à suivre ici même dans Tech & Co. Est-ce que tu en es sûre, Léa ? Ah oui, là, je suis sûre que le 8 juin, dès 19h30, on sera
sera là avec Tim Cook en visio. En visio. Et puis autre rendez-vous ce soir à 22h30 sur BFM Business, c'est Tech Co Business, votre rendez-vous en compagnie de Frédéric Simotel. Au programme, comment l'IA aide à préparer les Formule 1 des mers, ces bateaux de course à la pointe de la technologie. On écoute tout de suite un extrait. Alors ça fait des années quand même que les marins utilisent ces données, que ce soit les données météo, les données même leurs données à eux. Qu'est-ce que vous avez cherché à faire en plus justement? Alors pour l'instant, c'est un développement avec le trimaran SVR Lasertig, qui est skippé par Tom Laperche. Par Tom Laperche, exactement. Je pense que l'idée, c'est de sortir un petit peu de l'image d'Épinal, du marin seul, les cheveux au vent. Et alors qu'aujourd'hui, en fait, nos bateaux, que ce soit un Ultime, un Imoca, un Ocean 50, ils ont énormément de capteurs à bord, donc on peut ramener la donnée à terre. Et comme vous le disiez, en fait, il faut d'abord organiser cette donnée pour qu'on puisse s'en servir. Et l'idée, c'est que jusqu'à présent, on croisait plusieurs variables. Alors évidemment, vous avez mentionné le vent, etc., qui sont un peu les variables historiques. Mais aujourd'hui, on a aussi la gîte, le trim, le pourcentage de profondeur de la dérive, du foil, l'inclinaison de ces deux appendices. Puis surtout, en fait, nos bateaux, on a du mal à naviguer 365 jours par an. Donc ils sont parfois en chantier. Il faut, on les améliore aussi dans le chantier. Et donc, en attendant, on a envie de continuer à progresser sur ces bateaux et donc de croiser toutes ces données. Voilà, et retrouvez Tech Co Business ce soir donc sur BFM Business et puis en replay sur l'appli de BFM Business. 20h36, on va maintenant parler de lunettes connectées et de sa démocratisation. Il en est question avec mon invité tout de suite. Tech Co, la quotidienne, l'invité. Mon invité qui est en visio, je vous le présente, il s'appelle Pierre Wiesmann. Bonsoir Pierre. Bonsoir, vous m'entendez? On vous entend parfaitement. Merci d'être avec nous. Vous êtes à Hong Kong. Oui, je suis à Hong Kong, il est 3h30 du matin. Merci de ne pas me laisser dormir. Écoutez, en tout cas, merci d'avoir fait l'effort, d'avoir mis votre réveil, puisque, effectivement, le décalage horaire est quand même assez violent de ce côté-là, du côté de l'Asie. Vous êtes le fondateur de Black Sheep. Ça nous permet d'être réactifs. Eh bien voilà, c'est ça. Vous êtes le fondateur de Black Sheep. Alors, une marque peu connue encore en Europe. On souhaite que tout cela change dans quelques semaines. Avec ce produit que je tiens... Pardon ? On est quand même assez connus. En France ? En France, on est très connus, bien sûr. Écoutez, alors, vous savez quoi ? Là, je vous avoue, mon inculture, je ne connaissais pas Black Sheep. Et pourtant, je suis dans la tech. Que ce soit pour les lunettes connectées, les lunettes de vue, ou bien la dernière plateforme qu'on vient de lancer dans la mode, qui met en fait en relation les usines avec les consommateurs, je pense que la France nous connaît. Écoutez, alors, mea culpa, mais est-ce que ce sont les Français qui achètent directement vos produits ou est-ce que vous les vendez à des distributeurs qui après les commercialisent sous d'autres marques ? Alors nous, on vend rien en fait. Black Sheep, c'est une plateforme qui se veut être globale et qui met en relation ceux qui font directement avec les consommateurs. Donc en gros, on est l'une des premières plateformes mondiales à mettre en relation les usines avec les consommateurs. Et on a commencé avec l'optique, les lunettes de vue, où on a littéralement cassé le marché en divisant les prix par 30. Là où on achetait des lunettes à 400 € en moyenne, on les paye plus que 10. Et on a fait la même chose avec la mode, les vêtements. Là où les gens achetaient des vêtements chez Shein, les gens aujourd'hui achètent sur Black Sheep parce qu'ils peuvent les payer moins cher et être en relation directe avec les usines. Et pour le sujet de ce soir, on fait exactement la même chose avec les lunettes connectées. Alors justement, ces lunettes connectées qui sont le produit un peu hype du moment, évidemment porté par Meta et ses Ray-Ban Meta, qui paraît-il se vendent comme des petits pains. Alors ce sont des Ray-Ban, donc c'est des lunettes qui évidemment évoquent beaucoup de choses pour les porteurs de ces lunettes. Les Ray-Ban, c'est quelque chose de mythique. Le seul problème de ces lunettes, c'est qu'elles coûtent cher, entre 300 et 400 €. Et vous avez décidé de casser un peu tout cela en proposant peu ou prou les mêmes fonctionnalités que les lunettes Meta, mais à 40 €. Exactement, c'est exactement les mêmes fonctionnalités, la même origine en fait, des produits qui sont fabriqués en Chine. Et en fait, le prix, c'est le prix que ces lunettes doivent coûter, donc entre 40 et 55 €, puisque contrairement à Meta,
qui les revend dans ces chaînes de magasins ou à travers d'intermédiaires. Là, vous achetez directement sur la plateforme Black Sheep qui vous permet d'acheter directement auprès du fabricant et ce qui vous permet de réaliser d'énormes économies et de mettre aussi pour 5 € de plus, par exemple, ces lunettes à votre vue qui est un avantage phénoménal. Est-ce que vous voyez un boom justement des lunettes connectées? Est-ce que c'est véritablement une tendance qui est en train de s'affirmer? C'est une énorme tendance. Black Sheep en vend énormément et partout dans le monde. Et effectivement, je pense qu'il y a quelques années, les gens hésitaient encore. Mais de notre côté, probablement aussi que c'est lié au tarif qui est extrêmement bas. On est les plus compétitifs sur le marché, donc on voit énormément d'acheteurs se jeter sur les lunettes intelligentes sur Black Sheep. On voit que tout le monde s'y intéresse. Je recevais il n'y a pas si longtemps que ça le patron d'Afflelou qui se lance aussi dans des lunettes connectées, alors qui sont beaucoup moins sophistiquées que les vôtres. En fait, ce sont des manches simplement, enfin les branches qui sont interchangeables avec on va dire des montures qui permettent aussi de faire baisser les prix, mais elles sont beaucoup plus chères que les vôtres. Ça veut dire que finalement en Asie... J'étais assez surpris parce que je pense que les écouteurs, vos écouteurs font le même travail. Je vois pas l'intérêt d'avoir une paire de lunettes pour pouvoir écouter de la musique. Donc c'est vrai que on n'est pas du tout dans un modèle de lunettes connectées là, mais sur les modèles qu'on retrouve sur Black Sheep, c'est autre chose. Donc vous avez quand même une caméra, vous pouvez faire des vidéos, vous pouvez avoir une conversation avec un Italien et avoir la traduction en temps réel dans les oreilles. Donc c'est autre chose. C'est une paire de lunettes qui embarque de l'intelligence artificielle et qui évolue. Et qui est donc fait en Chine, j'imagine. Le soft, fait en Chine, bien sûr. Et bien sûr. Le soft, c'est quoi en fait? Quand vous parlez d'IA, justement, par exemple, avec les Meta AI, enfin les Ray-Ban Meta, on a accès à Meta AI. Là, on a accès à quel type d'intelligence artificielle? Donc là, vous avez ChatGPT pour l'intelligence artificielle et Microsoft. Ok. Donc Copilot, c'est ça? Ouais. Ça veut dire que finalement, les composants qu'il y a dans ces lunettes qui coûtent 40 €, aujourd'hui, ça coûte quasiment plus rien. On va assister à une démocratisation de ce type de lunettes intelligentes, à votre avis, dans les mois et les années qui viennent? Tout dépend du modèle économique de l'entreprise. Aujourd'hui, on parle de Black Sheep, et Black Sheep, c'est le cœur de notre métier. Notre métier, c'est de mettre en relation les fabricants directement avec les consommateurs. On l'a fait dans différents secteurs, la mode, les lunettes connectées, et on continue d'avancer vers ça et à ouvrir tout un tas d'autres services. Donc, je ne pense pas que chez des revendeurs, on puisse avoir des tarifs aussi avantageux, mais on croit que l'avenir du commerce peut se faire sans tous ces intermédiaires qui sont extrêmement coûteux, puisqu'au final une paire de lunettes connectées coûte environ 40-50 € à fabriquer. C'est quand même fou de la retrouver à 300 ou 400 € sur le marché. Après, c'est vendu par EssilorLuxottica, donc c'est un produit de luxe, on est d'accord. On ne joue pas tout à fait dans le même registre. C'est une marge qui est différente en fait. C'est un modèle économique qui est différent. Oui, bien sûr. C'est un modèle avec énormément de magasins. Enfin, il y a énormément de magasins, énormément de coûts. Donc au final, énormément de marketing, et tout ça, ça a un coût, et c'est le consommateur qui le paie. Mais sur des plateformes modernes comme Black Sheep, il y a un avantage énorme, c'est qu'on n'a plus d'intermédiaires, et il n'y a pas de marketing. Il n'y a pas de photoshoot à 5 millions, on n'embauche pas d'acteurs pour faire la communication de nos lunettes, c'est l'usine et le consommateur. Et encore une fois, il faut se rendre sur le site de Black Sheep. Si vous voulez connaître le prix réel d'un costume que vous payez 400 € sur le marché traditionnel, vous le retrouverez à 20 € sur Black Sheep. Pareil pour les lunettes connectées. C'est vraiment le cœur de notre métier, c'est mettre en relation celui qui sait faire avec le consommateur. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, la logistique mondiale qui s'est améliorée,
on va aller vers ce nouveau mode de consommation qui permet d'échapper à tous ces intermédiaires extrêmement coûteux. Et bien voilà, on va aller faire un tour sur Black Sheep pour faire ces petites emplettes. Merci beaucoup Pierre Wiesmann, fondateur donc de Black Sheep, basé à Hong Kong, avec donc ce joli coup, c'est cette paire de lunettes connectées que Sylvain va s'empresser de tester à 40 €. Plutôt avec plaisir. Merci beaucoup Pierre. Et direction tout de suite la rédaction de BFM Tech comme chaque soir avec Sylvain Trinel. Tech & Co, la quotidienne, la chronique BFM Tech. Bonsoir Sylvain. Bonsoir. Journaliste à BFM Tech, et alors que la NASA établit un plan concret pour la conquête de la Lune et au-delà, eh bien Jeff Bezos, encore lui, le fondateur d'Amazon, s'intéresse cette fois-ci à la protection de la Terre. Et oui, parce que jusqu'ici, c'était un scénario qui était digne des meilleurs films catastrophes, celui d'un astéroïde qui pouvait carrément détruire la Terre. Armageddon, Bruce Willis. Évidemment, on pense fort à ce film, et même si c'est encore que de la fiction a priori, sauf si on nous cache des choses, eh bien la question, elle occupe quand même les esprits des principales agences spatiales du monde entier et aussi forcément des entreprises privées. C'est donc pas étonnant de voir Jeff Bezos, qui est à la tête de Blue Origin, qui a dévoilé le projet Neo Hunter en partenariat avec la NASA et Caltech. Ce projet, en fait, il se déroule tout simplement en plusieurs étapes. La première, c'est dans le cas où un astéroïde menace notre belle planète, ce qui serait quand même dommage. Il y a des petits satellites qui seront envoyés en orbite de cet objet assez menaçant pour l'analyser et trouver ses failles. Une fois que c'est fait, on envoie un vaisseau qui est lui équipé d'un faisceau ionique qui pourra projeter un flux de particules chargées sur l'astéroïde afin de modifier sa trajectoire. Et si tout ça n'est pas possible, rassurez-vous, on envoie carrément le vaisseau directement sur l'astéroïde à plus de 36 000 km/h, créant un choc a priori suffisamment puissant pour le faire dévier. Et pour appuyer ce projet, en fait, Blue Origin, ils mettent en avant la réussite de la mission DART de 2022. Souvenez-vous, lorsqu'un satellite avait réussi à modifier la période de révolution de l'astéroïde Dimorphos en étant projeté sur lui directement. Oui, simplement l'impactant sur le côté, ça avait bougé sa trajectoire de quelques dixièmes ou centièmes de degré, mais ça avait évidemment sur de grandes distances modifié sa trajectoire. Exactement. Tout ça. Et alors ce projet Neo Hunter se veut quand même plus économe d'ailleurs. Et oui, et c'est évidemment le principal argument mis en avant par Blue Origin, car l'entreprise elle annonce s'appuyer sur des technologies existantes, dont celles dédiées aux faisceaux ioniques qui sont déjà en fait utilisés par les fusées envoyées dans l'espace. Et en plus de ça, Blue Origin va utiliser sa plateforme Blue Ring qui pourra à terme servir pour les surveillances orbitales et les télécommunications vers la Lune ou vers Mars. Autant d'arguments qui ont visiblement convaincu la NASA de franchir le pas, même si justement l'agence spatiale américaine, elle va désormais s'assurer que ses partenaires respectent les délais sous peine de lourdes sanctions financières. En tout cas, c'est bien qu'il y ait une espèce de vigie comme ça de l'espace, au cas où il y a un gros truc qui nous arrive dessus, quoi. Il vaut mieux que ça reste au cinéma, effectivement. Voilà. De toute façon, moi, s'il m'arrive quelque chose, c'est pas grave. Vous mettez les lunettes connectées, puis vous profitez. Tout va bien. Depuis votre bunker en Corse. Je suis protégé. J'ai pas de bunker. On n'est pas pour Mark Zuckerberg, quand même, Sylvain. Non, j'ai un petit cabanon. Merci beaucoup, Sylvain Trinel de la rédaction de BFM Tech. Allez, il est 20h48. Notre rendez-vous Banque des startups avec Fabrice Marcella, notre ami Fabrice Marcella qui nous rejoint tout de suite sur ce plateau. Tech & Co, la quotidienne, les invités. Fabrice, bonsoir. Bonsoir François. Directeur de la Banque des startups chez LCL. On se retrouve tous les mois pour faire un point justement sur l'avancée on va dire des startups que tu soutiens dans plusieurs domaines, tes coups de cœur, expliquer un petit peu comment fonctionne cet écosystème des startups et on va découvrir en fait deux startups qui sont dans le voyage ce soir. C'est ça, ce soir j'ai décidé de t'emmener en voyage François. Ça me va. Alors pas à l'autre bout du monde. Non, mais non. Mais dans un secteur qui avance très vite, qui est celui de la travel tech. Alors, ce qu'on appelle la travel tech, ce sont toutes les startups qui innovent dans l'industrie du tourisme et du voyage. Okay. On peut avoir le sentiment que c'est un secteur un peu classique, mais ça représente quand même une taille de marché extrêmement importante. On l'estime à 25 milliards de dollars en 2035. Et elle se caractérise généralement par trois grandes tendances. Le premier, naturellement, c'est le sujet de l'IA générative, qui fait quoi ? Qui te permet, très simplement en quelques lignes, de personnaliser ton voyage, personnaliser ton itinéraire. Oui. Le second, c'est le tourisme durable.
durable, c'est toutes ces solutions qui cherchent à décarboner ton voyage, qui cherchent à réduire l'énergie des hôtels. Et enfin, un marché qui est aussi très important, c'est le marché du B2B. En fait, le voyage, c'est aussi du voyage professionnel et toutes les entreprises sont sensibles au coût de ces voyages de leurs collaborateurs. Alors ce soir, je suis venu justement avec 2 startups qui incarnent le sujet de la travel tech. La première d'entre elles, elle s'appelle HelloBrain. Elle cherche à faire quoi ? Elle cherche à relever le défi des appels et du traitement d'un service client. On peut tous avoir une mauvaise expérience dans le voyage, mais on a aussi des mauvaises expériences après avec le service client. Là, en fait, on cherche à améliorer l'expérience client au global. En plus, c'est compliqué parce que le voyage, quand on commence à avoir un grain de sable dans les rouages, tout de suite, ça devient compliqué. Hein. Et la deuxième, elle s'appelle GetStream. Alors là, c'est encore autre chose. Elle vise à optimiser le temps d'embarquement. Alors déjà, c'est stressant pour les passagers généralement, mais ça a aussi un coût, un impact important pour les compagnies aériennes. Donc voilà les 2 belles startups que je te présente ce soir. Eh bien, c'est très bien, et ça tombe bien puisque Romaric et Yves-Marie sont là. Romaric Regnault, bonsoir. Bonsoir. Donc, fondateur et CEO de GetStream, et Yves-Marie Boedo, cofondateur d'HelloBrain. On va vous donner la parole dans un instant, mais peut-être un mot encore une fois sur l'essence même de ton job chez LCL. On en parle régulièrement, mais c'est toujours bon de le rappeler. LCL se lance véritablement dans le financement des startups innovantes françaises. 4 février 2025, on est sur le marché et on accompagne des startups dans le financement de la phase d'amorçage à la phase d'expansion. D'accord. On cherche à faire autre chose aussi. Le financement, ce n'est qu'un moyen et pas une finalité. Et donc, je développe des services extra-bancaires que j'ai appelés Startup Success qui servent à quoi ? Qui servent à répondre à toutes les questions du comment qui empêchent un entrepreneur de dormir la nuit. Donc, c'est pas que de l'argent. Non, c'est aussi tout l'accompagnement, le réseau, tout à fait. Il a un réseau, vous avez vu un peu le réseau qu'il a déjà, je connais François Sorel, donc ça, c'est inestimable. Il est très fort. C'est inestimable. Allez, on commence par GetStream, Romaric, donc fondateur et CEO de GetStream. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous arrivez à optimiser l'embarquement à l'aéroport ? Bien sûr. Alors, le problème qu'on va venir solutionner, c'est un problème que tous les passagers et tous les gens qui ont pris l'avion ont déjà rencontré, à savoir dans la cabine, on va se retrouver derrière quelqu'un qui est en train de ranger sa valise alors qu'on veut accéder à son siège. En plus, il va falloir qu'il se lève parce que quelqu'un doit lui laisser sa place, etc. On est au bout, à côté du hublot, et les 2 sièges à côté sont remplis déjà. Donc, voilà. Exactement. Donc, ça va arriver un certain nombre de fois dans un embarquement. La solution à ça, elle est en 2 parties. On va d'abord calculer en fait la séquence d'entrée optimale pour chaque vol. On va générer plusieurs ordres d'embarquement en respectant les contraintes des compagnies aériennes, faisant en sorte que les passagers qui voyagent ensemble puissent embarquer aussi ensemble. Et puis la deuxième partie, c'est d'ordonner les passagers avant qu'ils entrent dans l'avion. Et donc on développe une signalétique qui va être déployée au niveau de la porte d'embarquement et qui nous permet de faire en sorte que les passagers entrent bien dans l'ordre prévu. Alors vous faites ça comment en fait ? C'est quoi ? C'est des algos ? C'est l'IA ? Ouais, ça marche ? Il y a une partie d'algo. On utilise de l'IA, mais pas dans le sens IA génératif qu'on utilise aujourd'hui. En fait, on va utiliser notre algorithme qu'on a développé en interne. On va générer plusieurs ordres, plusieurs propositions, et on utilise un modèle de prédiction pour sélectionner l'ordre qui fonctionne le mieux. Et ensuite, sur la partie organisation physique, on déploie des tapis LED qu'on va mettre au sol avant la porte d'embarquement. Et on va indiquer les numéros de siège et les passagers vont bien pouvoir se mettre avant d'entrer dans l'avion. On les répartit par groupe pour éviter d'avoir 180 passagers qui soient... parce que c'est vrai que c'est la pagaille quand même, hein, quand il y a des embarquements comme ça, surtout sur des low cost, où on ne comprend pas trop les zones, etc., où tout le monde se précipite pour embarquer, comme si l'avion n'allait pas partir sans vous. Non, il n'y a pas de souci. Et ce que j'ai appris en échangeant avec Romaric, c'est que les aéroports ont tout intérêt finalement à te faire venir au dernier moment. Comme ça, tu continues à consommer dans l'ensemble des boutiques, alors même qu'aujourd'hui, pour t'assurer de rentrer dans l'avion au bon moment, ils t'appellent extrêmement tôt. Donc là aussi, il y a des enjeux, si je ne me trompe pas, financiers importants pour les aéroports. C'est un triple enjeu. C'est un enjeu pour nous en tant que passagers. On a envie d'avoir l'expérience la plus calme et la plus relaxante possible. C'est un gros enjeu, comme disait Fabrice au départ, sur les compagnies aériennes. Elles ont envie de réduire leur temps de rotation et de passer le moins de temps possible au sol. Et pour les aéroports, qui ont envie de nous garder dans les zones commerciales et qui globalement gagne à avoir des opérations les plus fluides possibles.
Très bien. Aujourd'hui, vous avez déjà des clients? Vous en êtes où en fait dans le développement On est arrivé en fait au bout du développement qu'on puisse faire. On travaille avec l'INRIA sur la partie études comportementales, faire en sorte que la signalétique soit la plus compréhensible possible. On a travaillé évidemment sur l'algorithme, on a pu le tester en expérience. On est en train d'organiser un POC en ce moment avec plusieurs aéroports. On a 3 aéroports français, en particulier l'aéroport de Strasbourg, de Marseille et de Lyon, avec lesquels on est en discussion, et plusieurs compagnies aériennes. Je ne vais pas donner de nom pour l'instant, mais l'idée, ce serait de commencer sur début septembre-octobre de cette année. D'accord. Et alors, quel est votre modèle économique? Parce que ça intéresse Fabrice, forcément. Alors, l'idée, c'est de pouvoir modéliser la valeur qu'on va pouvoir faire gagner aux compagnies aériennes et de facturer un fees pour chaque vol qui est traité. Et derrière, sur l'aéroport, ça va être un modèle de leasing classique. En fait, on est propriétaire du matériel, on va le prêter à l'aéroport. Et puis, il y a des enjeux aussi d'advertising. L'intérêt d'avoir une structure comme celle-ci, c'est de pouvoir faire aussi un petit peu de pub. Parfait, merci Romaric. La place maintenant à Yves-Marie Bouedeau, cofondateur d'AlloBrain. Donc de l'IA dans les aspects de la relation client, créée en 2020, c'est ça AlloBrain? Exactement, oui. Alors racontez-nous ce que vous faites et comment ça marche. On a parlé tout à l'heure de la personnalisation de la relation client en tant que voyageur, en tant que personne qui utilise l'hospitalité. Nous, on voit les entreprises qui ont 98% des conversations clients qui ne sont pas écoutées et exploitées, alors qu'il y a un intérêt très important à le faire. On estime par exemple qu'il y a un tiers des clients qui quittent l'entreprise en ayant déjà exprimé leur mécontentement sans que celui-ci soit exploité par la dite entreprise. Nous, on a une plateforme d'IA générative qui vient retranscrire à l'échelle ces conversations clients, qui vient les analyser pour capter ces signaux faibles et pour aider les entreprises à agir avant qu'il ne soit trop tard. Alors, vous avez déjà des partenaires, je crois, Fabrice. Il y a la SNCF, Air France. Oui, il y a aussi, surtout sur l'hospitalité, Club Med, on a d'autres acteurs assez importants de la mobilité. C'est des moments d'expérience sur ces secteurs-là qui sont très importants, mais pas que dans la partie voyage, on le voit aussi dans d'autres secteurs comme la banque assurance. Mais oui, effectivement, c'est très important de pouvoir capter ces signaux de satisfaction et d'insatisfaction pour pouvoir personnaliser au mieux l'expérience client. Je crois que la captation, elle est en live, non? C'est-à-dire qu'on sait interpréter en live une réclamation ou un appel client pour pouvoir la traiter. Oui, on parle beaucoup dans notre monde de la relation client de l'agent augmenté. Nous, on a un vrai intérêt à pouvoir le faire en live pour aider l'agent en temps réel. En temps réel, pour aider l'agent à répondre aux clients, capter cette satisfaction, cette insatisfaction et lui donner les bons éléments de langage pour le réenchanter. D'accord. Et alors, quel type de conseils vous pouvez donner justement aux personnes qui sont au téléphone? Aux agents ou aux clients? Aux agents. Aux agents, c'est d'écouter directement ce que leur disent leurs clients, de les activer selon ce qu'ils disent. Honnêtement, on a plutôt de très bonnes expériences avec les agents qui utilisent notre outil. On est une aide pour les aider à pouvoir rebondir en direct et c'est très bien pris par les milliers d'agents qui nous utilisent. Fabrice, on voit la montée en puissance en fait de l'IA dans tous ces services de hotline, de services consommateurs en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a pas de concurrence entre l'agent et l'IA. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur le sujet de l'emploi et on voit que là, c'est un vrai service qui apporte une valeur ajoutée, certes, à l'utilisateur final, mais qui a une vraie aide pour l'agent dans l'exercice de son métier. Eh bien, merci beaucoup Yves-Marie Bouedeau, donc cofondateur d'AlloBrain. Merci à Romaric Rignot aussi, fondateur et CEO de Getstream. Voilà. Et bon accompagnement avec Fabrice Marcella. Vous êtes dans de très bonnes mains. Merci beaucoup Fabrice. Merci à toi François. On se retrouve le mois prochain. Ouais. Rendez-vous, vous le savez, la banque des startups by LCL. Si on est startup et qu'on veut en savoir plus un petit peu, et pourquoi pas... rencontrer ton équipe, c'est possible? LinkedIn, on me contacte sur LinkedIn. Je fais le job après de mettre en relation, sans problème. C'est plus facile. Important, LinkedIn. Ouais. Allez-y. Merci Fabrice. Merci à toi. Voilà, ce Tech & Co est terminé. Belle soirée. Tiens, demain, une émission qui va te faire plaisir. On va fêter les 25 ans du smartphone.
Ah, mais ça, je vais regarder. Voilà, avec des invités exceptionnels, plein d'anecdotes croustillantes justement sur l'arrivée des smartphones. 2001, c'était les premiers smartphones et c'était Nokia qui avait lancé ça. Bon, ça n'a pas duré longtemps le succès de Nokia, puisque Apple est arrivé en 2007 et a complètement bouleversé ce marché. On vous racontera ça demain dès 19h30. Très belle soirée. Replay, podcast de Tech & Co qui vous attend. À très vite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.